c'est une chance qu'on a eue de pouvoir la réaliser, dans la mesure où ces logements communaux étaient vraiment vétustes. Et d'autre part, il nous coûtait très cher en entretien, parce que plus il vieillissait, plus il nous coûtait cher en entretien, etc. Et qu'un jour, il aurait bien fallu soit les foutre par terre, il aurait fallu les foutre par terre et les refaire. On a réussi à les vendre, ce qui explique une recette importante et une diminution surtout de charges au niveau de notre fonctionnement. Et d'autre part, la désir urbaine a été le concours qu'on a fait sur la résidence universitaire qui nous a permis d'engranger en une année un fric, du cash, qui nous a permis de pouvoir assumer les deux contrats régionaux et départementaux que nous avions présentés. Parce que, comme vous l'a montré Michel Chapa, ce qui n'était pas prévu, c'est que les recettes baissent d'une manière constante. Ça a été vrai sous Nicolas Sarkozy, ce sera malheureusement vrai sous François Hollande, puisque Michel Chapa est optimiste, 2015, ça ne va pas en 2015, ça ira, je pense, de plus en plus loin, sans qu'aucune réforme de l'État, ni par les uns ni par les autres, ne soit vraiment annoncée. En particulier, le coût, tout le monde le dénonce, mais personne ne fait rien pour s'y opposer, le coût de fonctionnement des collectivités locales est anormalement élevé. Pour monter un dossier, que ce soit n'importe quel dossier, il faut vous adresser au minimum à 3 ou 4 collectivités locales, qui bien entendu instruisent le dossier. L'histoire dure 2-3 ans, et au bout de 3 ans, vous avez une réponse. Entre-temps, les intérêts ont augmenté, vous avez pris l'objectif, par exemple, de construire quelque chose à 2 millions d'euros, ça vaut plus de 2 millions d'euros parce que le coût de construction ne suit pas le coût de l'inflation, ça vaut 2 millions et quelques, et vous avez bien entendu tout votre programme financier qui a été monté sur la base de 2 millions. C'est-à-dire qu'en réalité, les subventions ne suivent jamais et qu'on se retrouve toujours piégé au niveau des communes sur cela. Et je regrette vraiment que l'abandon de la réforme des collectivités locales soit effectif, car il ne se passe rien si ce n'est des intercommunalités qui ne font qu'augmenter les dépenses. Car je ne connais pas qu'on me montre une intercommunalité qui a fait baisser les dépenses. Quand je vois les chiffres qui sortent de droite comme de gauche sur l'augmentation des frais personnels et des frais de structure dans toutes les régions de France, plus dans toutes les grosses intercommunalités, en particulier celles qu'on appelle les métropoles, je me demande où on va. Un jour ou l'autre, le budget des collectivités locales va dépasser celui de l'État et il faudra bien quand même qu'on se résolve à des économies qui vont être drastiques. C'est pas pour vous dire que ça va mal se passer, je ne crois pas que ça va mal se passer, je pense que c'est sûr que ça va mal se passer, dans la mesure où on ne peut pas solliciter en permanence le contribuable, que ce soit par l'État ou par les collectivités locales, parce que l'astuce c'est de ne pas augmenter les impôts de l'État pour augmenter les frais des collectivités locales. Ça se répartit plus doucement, c'est-à-dire que ça se voit beaucoup moins. En tout cas, malgré notre bonne situation économique financière, en particulier en termes de recettes fiscales venant des entreprises, le chômage à Maurepas est supérieur aujourd'hui à 10,5%. C'est-à-dire que ce n'est pas que des boîtes de Maurepas qui ont fermé. Il n'empêche qu'au jour d'aujourd'hui, et aucune réponse n'est donnée. J'ai visité dernièrement la NPE, j'ai halluciné sur le système de fonctionnement de ce regroupement ACDIC, Agence pour l'emploi, et surtout du peu de perspectives qu'ils avaient à offrir aux gens, c'est-à-dire qu'ils sont à la recherche de n'importe quelle adresse pour essayer de savoir s'il y a un emploi qui traîne par-ci par-là, en sachant qu'il y a bien entendu des candidatures qui sont spontanées, qui la plupart du temps répondent avant tout aux besoins des entreprises, plus que d'AID. Donc il y a vraiment des réformes qui sont compliquées à assumer. Je voudrais plus particulièrement insister sur la baisse des dotations concernant la santé publique. Il paraît qu'on consomme trop d'argent concernant la santé publique. Les agences régionales de santé publique diminuent en permanence leur budget. Il y a 2 ans, il y a eu la suppression des vaccinations.
On a dit que c'était le Conseil général, ce n'était pas du tout le Conseil général. Le Conseil général savait de quoi faire et ne faisait que répartir ce que lui donnait l'ARS. Aujourd'hui, il y a de nouvelles restrictions qui sont annoncées pour 2013. Et en particulier, vous savez qu'il y avait un grand plan cancer qui existait. Le plan cancer va être un petit peu ratiboisé, c'est-à-dire tout ce qui concernait l'environnement non thérapeutique, c'est-à-dire non hospitalier du plan cancer, qui est une chose importante, est sur le point d'être supprimé de mois en mois, on ne sait pas quand, mais ça va l'être. C'est qui va payer? C'est les collectivités locales. On ne peut pas supprimer des services à la population qui sont des services effectifs. C'est comme si demain on vous disait il faut fermer les crèches. C'est à peu près la même chose. Donc je ne suis vraiment pas du tout optimiste sur ce qui va se passer. Je pense qu'on n'échappe pas, dans les années qui viennent, à une forte augmentation d'impôts de manière globale au niveau de toutes les collectivités locales. J'espère que Maurepas se tiendra dans la limite inférieure, mais qu'en tout cas, oui, inférieure de l'augmentation, c'est-à-dire que l'augmentation globale sera au minimum de 5 ou 6% dans les 2 ans qui viennent, et qu'il faudra essayer d'être au-dessous. Certains ont déjà pris de l'avance pour être au-dessus. Alors, je voulais parler de la dette. La dette est remarquable à Maurepas, puisque la courbe qu'on vous a présentée, c'est une courbe qui, depuis 90, qui est une courbe en euros constants. En réalité, si vous faites un rapport avec une éventuelle inflation, vous verrez que notre dette est beaucoup plus inférieure à ce qu'elle est en termes de pression de la dette sur le budget que ce qui est annoncé, puisque ce qu'on annonce, c'est des chiffres rapportés au budget, et on ferait mieux de rapporter les proportions de la dette sur le budget en pourcentage, ce qui serait peut-être un petit peu plus astucieux, qui me permettrait de voir l'effort réel de la commune. Parce que les chiffres, vous avez vu la courbe c'est à peu près la moitié de ce qui existait en 1990, mais ce n'est pas la moitié, c'est plus que la moitié, puisque s'il n'y a pas eu de taux d'inflation qui ont été rajoutés à cette valeur de dette. Et nous avons la chance d'avoir cette dette-là sans être dans une intercommunalité. Car si nous nous tournions soit vers le nord ou vers le sud, nous serions bien obligés, soit par la création d'une communauté de communes, d'avoir des emprunts pour des dépenses à venir, soit de supporter les emprunts déjà contractés par les autres. Je vous donnerai qu'un truc simple. Quand les communes qui sont du côté de Versailles, c'est-à-dire qui sont dans la Casquie, vous parlent de leur taux de dette, elles oublient pudiquement de signaler qu'elles sont solidaires conjointement du taux de dette de la communauté d'agglomération qui est de l'ordre de 2800 € par habitant. Vous voyez, ça fait je ne sais pas combien de fois plus que Maurepas, et que donc, de toute façon, cette dette, il faudra la payer. Se pose donc pour nous, bien que nous en ayons fait le choix, notre attachement à la Casquie, s'il existe un jour, ne va pas être simple. C'est-à-dire que d'une manière mécanique, je dirais d'une manière mécanique, et sans vraiment calcul politique, notre attachement à la Casquie nous entraînera automatiquement une augmentation de nos impôts, c'est-à-dire de nos charges, car il faudra participer à l'ensemble des dépenses, y compris au remboursement de la dette. Alors, je ne sais pas comment ça peut se faire. Il y a des inspecteurs des finances à Bercy qui vont sûrement nous expliquer que ça doit être très simple. Je ne vois pas comment une commune qui a aux alentours de 400 € de dette à l'habitant peut collaborer à une structure qui en a 2700 de plus. Donc ça, c'est une véritable réflexion. Je ne connais pas la recette magique. J'ai calculé qu'il fallait qu'on nous donne à peu près 100 millions. On met 100 millions d'investissement, comme ça. On soit à la même hauteur de dette que l'ensemble des communes qui nous ont fait. Avec 100 millions, on peut faire beaucoup de choses. Et je ne sais même pas comment on pourrait les dépenser. On aura toujours d'imagination. On peut les dépenser, oui, rapidement. On peut trouver. Faire, une patinoire. On peut faire une patinoire, une grande patinoire. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, nous allons avoir un budget 2013 et un budget 2014, c'est calculé sur 2013 et 2014, qui va être le budget
qui va permettre un fonctionnement étal de nos services, sans services supplémentaires en dehors des 10 places qui ont été créées en micro-crèche. Pour 2014, ce sera la même chose, et pour 2015, il n'y a pas de raison que ça change, sauf événement extérieur, en particulier, si vraiment l'Interco s'impose à Maurepas, il y aura un problème particulier. Pour le moment, on peut parler, je ne sais pas comment ça se passe. De toute façon, M. Cahuzac a déjà annoncé que l'an prochain, nous aurions les collectivités locales en général, toutes auront une fonction supplémentaire qui sera pour Maurepas élevée. Je ne parlerai pas de la réforme des rythmes scolaires, 200 000 euros. 200 000 euros, il faut savoir que ce sera pour 2014 ici, mais c'est 200 000 euros. Et je ne vous parlerai pas de la réforme à nouveau des rythmes scolaires en 2015, puisque dès l'instant où on va augmenter la date, on va diminuer les vacances et augmenter la date de la scolarité, il va bien falloir que ça coûte encore un petit peu plus cher, puisqu'il va bien falloir qu'on finance ce qu'on finance jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les centres de loisirs, les ceci, les cela, toutes les activités qui sont attachées à l'école. Donc voilà, c'est la première année que je vous fais une présentation, que je participe à. D'habitude, je suis optimiste, je ne le suis plus du tout. Je suis désolé, j'aurais bien voulu être optimiste. Vous savez l'attachement que j'ai personnellement au président de la République. Je ne sais pas par quel miracle s'il ne ferait même pas mieux d'aller à Lourdes plutôt qu'à Moscou. Voilà. Qui est-ce qui veut? Monsieur Hay. Alors, par commodité, je vais dire. Pourquoi il n'y a pas de moi? Non. Par commodité, dans ma participation à ce débat, je dirais mais c'est une commodité syntaxique. Notre participation est commune, Jean-Marc Moulet, Bruno Carpentras et moi-même. Comme l'introduction à ce débat d'orientation budgétaire dans sa présentation macroéconomique m'y invite, je vais avoir 2-3 commentaires à la marge sur ce qui nous a été donné. Avant de vous les livrer, je remercie évidemment les services qui ont travaillé à l'établissement de ce document. Première observation, c'est le taux de croissance qui avait été évalué à 0,8. Alors Michel Chapin en a parlé tout à l'heure, effectivement, il se situait dans une fourchette très large, entre moins 0,3 et 1,3. Alors 1,6 divisé par 2, on arrivait à une moyenne de 0,8, bon, le calcul était simple, mais il est très très loin de la réalité, puisque cette réalité se réactualise de semaine en semaine. On est à un taux de croissance estimé par Bruxelles à 0 aujourd'hui. Même Laurent Fabius a commencé à s'approcher de cela en parlant d'un taux de croissance à 0,2, 0,3, on n'y sera pas. La deuxième observation, c'est le déficit public. Il était envisagé à 3, il est à 3,7. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que quand on oppose les estimations de Bruxelles pour 2014, de 2,5, on passe à 3,9. Voilà, 2,5 pour l'estimation prévue par la France, et puis 3,9 en vérité sur les institutions budgétaires de Bruxelles. Alors, comment cela impactera-t-il sur Maurepas? C'est une question à laquelle il est impossible certainement de répondre. En tout cas, s'il y a des éléments de réponse, moi j'y serai très attentif. J'ai pas de problème sur le fond, puisque la France est engluée dans une crise qui est au-delà de l'Europe, qui est presque planétaire, même s'il existe des pays émergents avec des taux de croissance qui donnent l'ivresse, il reste qu'au niveau de l'Europe, tout le monde souffre. Même si on continue d'emprunter à un taux voisin à 0,7 points de l'Allemagne, ça n'est pas des signes qui sont des signes rassurants. La France souffre, et ce que je reprocherais simplement au gouvernement, c'est la communication là-dessus. C'est pas sur le fond, parce que je pense pas qu'un autre gouvernement puisse faire beaucoup mieux, mais c'est sur la communication. J'ai le sentiment qu'on nous envoie beaucoup d'aspirine, qu'on essaye de calmer les choses, et puis à mon sens, c'est pas le bon traitement. Le bon traitement, ce serait plutôt de s'approcher des estimations réalistes, plutôt des estimations enthousiastes. Parce qu'à un moment donné, on se réveille, on a mal à la tête. Et on va certainement se réveiller avec un gros mal de crâne. Il n'est jamais trop tard pour corriger le tir, je pense, dans la méthode de communication autour de cette crise, de nous annoncer des chiffres qui soient un peu plus réalistes. C'est le seul reproche que j'adresserais, moi, à la politique qui est menée actuellement. Pour en venir maintenant à des considérations plus locales dans ce débat d'orientation budgétaire, je voudrais vous exprimer notre satisfaction pour une gestion réaliste.
Une gestion réaliste qui s'illustre par un taux d'endettement faible, en fait 330 € par habitant. C'est le tiers de la moyenne pondérée du taux d'endettement d'une ville de 20 000 habitants en France. Et à ça n'ajoute rien du tout, puisqu'effectivement, on ne rentre pas dans l'intercommunalité. Et je rejoins monsieur le maire lorsqu'il explique qu'effectivement, quand on nous présente des taux d'endettement, sur les villes qui sont intégrées dans les communautés d'agglomération, on nous indique le taux propre d'endettement de la ville, on oublie la dette solidaire, effectivement, qui fait à ce moment-là exploser le taux d'endettement par habitant. Il n'y a pas que ce mobile-là de satisfaction. Je parlais de gestion réaliste. Quand on fait des estimations à Morpas, ce sont des estimations qui sont des estimations mesurées. On voit pour la nouvelle taxe, la TLPE, c'est une hypothèse basse, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté, qui, tout en étant basse comme hypothèse, dans le fond est tout à fait légitime. La TLPE, c'est une instauration nouvelle de taxe, mais qui me semble tout à fait légitime. Qu'on fasse de la publicité sur des espaces qu'entretient la mairie et la ville, ça me semble tout à fait légitime qu'on prélève quelque chose là-dessus. L'autre satisfaction, c'est la création des emplois de solidarité. Même s'ils ne sont pas nombreux, en tout cas ça participe à l'effort. En revanche, sur le formalisme des services, les démarches actives pour les subventions, ça aussi nous saluons, ce sont des points positifs que nous remarquons. Maintenant, j'ai 3 questions à poser concernant ce budget 2013. Les nouvelles recettes. Il y en a une qui va vous arriver qui est indépendante de notre volonté. C'est la revalorisation des bases d'imposition qui va générer 280 000 € de recettes fiscales. C'est une recette supplémentaire que nous induisons à hauteur de 150 000 € la TNPE, ce qui fait une enveloppe de 430 000 €. Est-ce que cette enveloppe est déjà ventilée ou est-ce qu'on reste en réserve sur une opération qui pourrait être menée dans ces montants-là? Et est-ce que ça fera l'objet d'une décision modificative pour mener à un projet qu'on aurait à débattre à un moment donné? Première question. Seconde question. J'ai parlé tout à l'heure de la création des emplois solidaires pour aider à l'emploi. Monsieur le maire rappelait qu'on était à plus de 10% de taux de chômage sur la ville. Donc il est nécessaire qu'on soit solidaire de cette situation, en tout cas qu'on en soit conscient et qu'on participe à la résolution. Néanmoins, on a 25 logements, vous le rappeliez, monsieur le maire, que nous avons vendus. Alors je pose la question, dans la masse du personnel, qui est la masse la plus importante de notre budget, est-ce qu'au niveau des services techniques, vous pourriez envisager, ou nous envisagerions, suite à des départs à la retraite ou des départs volontaires, minorer l'effectif des services techniques, puisque nous n'avons plus à notre charge l'entretien des logements que nous avons vendus. Troisième question. Ah, excusez-moi, troisième question m'échappe. Je reviendrai en deuxième semaine. Je poserai la troisième question lorsqu'elle me reviendra, je n'ai pas noté. Vous pouvez m'excuser. Alors, sur la deuxième question, La deuxième question, ça va être facile. Ouais. La première question, on n'a pas d'informations particulières sur les chiffres que vous avancez. Vas-y. on parle pas de la même chose, pardon. Si, c'est la revalorisation des bases. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Indépendant de notre volonté, mais mécanique des recettes. Oui. Oui, mécanique. Oui. Oui, c'est mécanique. C'est les informations fiscales, donc C'est mécanique. C'est indépendant de notre volonté, mais c'est mécanique. Notre budget augmente de toute façon. Ne serait-ce que le niveau du personnel, il augmente, quand il augmente de 2%, c'est en réalité pratiquement la totalité. L'augmentation du budget, quand vous prenez 58% du budget, pour faire 2% d'augmentation, il faut 4% de ressources nouvelles. En avoir 2%. Donc, c'est absorbé par l'ensemble des dépenses que j'appellerais indirectes, qui ne sont pas des dépenses d'investissement pour de nouvelles choses, qui sont absorbées ainsi. Pour la deuxième question, concernant les employés communs, on va faire régler le CTR. Il y a un moment où on est obligé d'avoir un équilibre qui soit un équilibre complémentaire. On peut par exemple supprimer les plombiers. On peut par exemple supprimer les gens qui s'occupent des huisseries, de la vitrerie. Le seul problème, c'est que chaque fois qu'on passe par l'artisanat, on n'arrive pas à coordonner les services
on n'arrive pas à avoir le même taux de réponse, c'est-à-dire essayer de faire remplacer une vitre cassée dans une école en sollicitant un artisan. Vous n'avez qu'à voir comment ça se passe quand vous voulez faire réparer votre chaudière à gaz qui tombe en panne un vendredi et que vous attendez 5-6 jours pour que ça intervienne, on vous dit il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Donc j'ai tenu, et c'est un choix politique que j'assume, à ce qu'on garde le minimum efficace au niveau du CTM. Car si on diminue par pan entier le CTM, on supprime par exemple le menuisier, en disant enfin les menuisiers qui font les usines, ou n'importe quel service, on tombe à un système de dysfonctionnement. C'est comme dans une armée, si vous supprimez, je ne sais pas, par exemple dans l'armée française, si tout d'un coup vous faites une réduction sur les hélicos, il n'y a plus rien qui marchera. Donc il y a... Pourquoi les hélicos? C'est parce que je pense à vous, même sans y penser. Parce que je pense que c'est ce qui est plus... Ça fait du vent, les hélicos. Actuellement, dans ce qu'on fait. Ça fait du vent. Donc voilà, il n'y a pas tellement d'augmentation. Maintenant, où on peut faire des augmentations, ce sont des choix politiques que nous avons faits et qui peuvent toujours être mis en question. Nous avons fait le choix politique au niveau scolaire d'avoir des ASM supplémentaires par rapport aux normes faibles de l'éducation nationale. Moi, je vous dis tout de suite, la réforme à 2 ans, ce n'est pas la peine d'y compter à mort pas. Il y aura une réforme, il y aura éventuellement l'intégration d'enfants de moins de 3 ans, mais on ne scolarisera pas l'ensemble des enfants de 2 ans à Maurepas, car il faudrait pratiquement refaire une classe par école maternelle, avec un dortoir, et augmenter d'autre part le taux de nos agents, ne serait-ce que pour les faire manger. Parce qu'un enfant de 2 ans, il ne se débrouille pas de la même façon qu'un enfant de 3 ans, et ainsi de suite. Ça, c'est des... Je ne sais pas si les gens qui imaginent cela ont eu des enfants eux-mêmes, parce que ça ne peut pas se passer comme ça. Alors on peut faire des économies, il y a beaucoup d'économies qu'on peut faire, mais qui résultent de choix politiques. Nous avons aussi choisi dans nos crèches d'avoir des personnels supplémentaires, qui sont par exemple des psychologues, et qui sont des personnels qui aident au bon fonctionnement, au meilleur fonctionnement d'une crèche lambda. Nous avons choisi d'avoir une classe passerelle qui permet l'intégration d'un certain nombre de populations qui habitent la commune, et qui permettent d'intégrer avec des personnels différents. L'éducation nationale ne fournit qu'un poste. Je la remercie d'ailleurs, parce qu'un poste pour 15 enfants, c'est déjà bien. Mais nous, ça nous coûte 3 agents supplémentaires. Alors, il y a tout un tas de choses qu'on peut diminuer. Ça résulte de choix politiques que nous avons fait d'une manière régulière depuis 20 ans. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je ne suis pas prêt. Je crois que nous avons serré la vis le plus possible. Nous avons imaginé toutes sortes de choses, toutes sortes d'hypothèses concernant la suppression de services entiers, en particulier, ne serait-ce que le service espace vert, qu'on pourrait sous-traiter, le service propreté, qui est sous-traité dans pas mal de villes, le service, par exemple, déneigement, qui est sous-traité aussi dans pas mal de villes, où on se rend compte que finalement, les résultats ne sont pas si bons que cela, et chaque fois que nous passons en prestation extérieure, il faut vous dire que les tarifs augmentent. Parce qu'il faut bien rétribuer le capital investi pour faire fonctionner ces sociétés privées. Je ne fais pas de la politique, c'est simplement Merci, c'est le politique. c'est vraiment du niveau certificat d'études ce que je vous dis. Donc voilà, alors des économies on peut en faire, on sera peut-être malheureusement obligé de les faire. Je tiens à vous dire que, par exemple, concernant la réforme des rythmes scolaires, ça induit pour nous des dépenses supplémentaires en termes d'animateurs, et ça va malheureusement diminuer les heures données au conservatoire aux élèves, et c'est 200 heures qui vont être supprimées. Alors on peut toujours garder ce personnel pour faire chantonner les enfants dans les classes pendant les 3/4 d'heure où ils doivent avoir des activités. Je ne crois pas que c'est la vocation de gens qui sont généralement des gens éduqués pour enseigner des instruments, etc. Nous avons une année 2013 difficile en termes de prospective du fait de la réforme des rythmes scolaires. Ça bouleverse toute notre politique éducative au niveau des enfants. C'est-à-dire que le centre de loisirs primaire, si les gens ne choisissent pas de scolariser leurs enfants le samedi, va devenir qu'une garderie. Car comment voulez-vous faire des activités sur 4 heures, entre 2 heures et 6 heures?
en sachant qu'ils viendront de la cantine, qu'il faudra les transporter, et je ne sais pas comment d'ailleurs, parce qu'on ne va pas mettre un service de car qui va transporter tous les enfants à 12h30, à 1h quand ils sortiront pour aller au centre de loisirs. Il y a 550 enfants qui fréquentent le centre de loisirs, c'est-à-dire pratiquement le quart des enfants scolarisés. Donc, là aussi, toute la politique de jeunesse qui a été mise en cours au cours de ces années laborieusement et d'une manière tout à fait pragmatique, va être bouleversée cette année par le choix du mercredi, si c'est le choix du mercredi. Donc il va y avoir des suppressions de postes à assumer, des suppressions d'heures à assumer au conservatoire, des modifications à assumer au centre de loisirs primaires qui ne vont pas être simples, puisque c'est quand même la moitié d'une journée, donc la moitié de temps d'animateur, et il y a un moment donné où à force de vouloir faire travailler les gens 3/4 d'heure par jour, on finira par plus trouver de volontaires. Parce qu'autant un étudiant peut bloquer éventuellement sa journée pour gagner quelque chose et avoir un petit pécule, mais si c'est pour travailler 3/4 d'heure, entre nous, il ne va pas perdre une journée à Maurepas pour gagner 3/4 d'heure, ou alors il ne fera plus d'études. Enfin, je ne vois pas comment on peut organiser les choses. Enfin, on essaiera de les organiser. Donc, pour l'année prochaine, tout cela va être un petit peu chamboulé, et je vous dis tout de suite que si nous choisissons, si les parents choisissent la scolarisation de leurs enfants le mercredi, c'est 200 000 € à assumer pour la commune sur le budget 2014-2015. 200 000 € sur ce fonctionnement-là, en sachant que nos ressources, donc il faudra soit générer 200 000 € d'économies, plus les économies dues à l'augmentation salariale, soit supprimer les services. Oui, on supprime les services, j'en sais rien, quel service il faudra supprimer, mais on ne pourra pas de toute façon monter les impôts, parce qu'on ne peut pas aller au-delà du raisonnable pour l'augmentation des impôts, étant donné que l'augmentation des impôts va s'accompagner d'un blocage des salaires, d'une diminution des retraites. Je ne fais qu'écouter la radio et les communiqués officiels, sans lire des feuilles de chou. Je ne suis pas lecteur du Figaro pour vous annoncer une catastrophe. Je lis tout simplement ce qui est dit par l'agence France-Presse des relations, ce que racontent nos ministres. Donc, diminution des retraites, diminution des ressources, augmentation des frais de solidarité. Car il y a des gens à Maurepas qui, actuellement, vivent avec moins de 600 € par mois. Et ils ont à payer leur électricité, leur eau, leur chauffage, un loyer. Et qu'est-ce qu'il leur reste? Je n'en sais rien. Et quand j'entends à la NPE, au Pôle emploi, qui donne 450 € à je ne sais pas qui, que des fois ça suffit, je me suis permis de demander au directeur de Pôle emploi qui me disait ça, comment il ferait pour vivre avec 450 €. Il ne m'a pas répondu. Il avait l'air de me dire que c'était déjà un gros effort. Sûrement en volume. 450 €, c'est souvent le volume au niveau de la France qui est important, mais quand on les reçoit, c'est pas ça qui fait marcher la boutique, et en tout cas qui permet d'avoir une vie décente. Donc je pense qu'inévitablement, on aura une augmentation des frais de scolarité, des frais de solidarité. On ne pourra pas augmenter le prix de nos services, car augmenter le prix de nos services, il faudra le faire avec mesure. En particulier, les parents vont être soumis dès 2014 à une augmentation d'un quart des frais de restauration scolaire, puisqu'ils mangeront un jour de plus. Donc ils sont bien obligés de payer un jour de plus. C'est pratiquement 80% des enfants qui mangent à la cantine. Donc ils auront ces frais en plus. Ils auront des frais de garderie en plus, parce qu'il faudra bien. Les mamans qui prennent une demi-journée jusqu'à maintenant, une journée, 80%, le 80% sur une demi-journée, ça vaut plus peut-être tout à fait le coup, donc il faut trouver des systèmes. Donc je continue à vous dire que je ne suis pas très optimiste sur l'avenir. Alors, si vous m'y autorisez, j'ai retrouvé ma troisième question. On ne peut pas vous revenir la semaine prochaine. Vous branchez tous les deux en même temps? Bon, et puis, je ne pensais pas que ma question, qui était, je le pensais, circonstanciée concernant les services techniques, pouvait amener une réponse aussi longue. Ça m'a vraiment permis de retrouver ma question 3. Parce que la qualité de service dont vous parlez, monsieur le maire, qu'on pratique dans les écoles maternelles, on la pratique déjà, et nous la soutenons ensemble. D'accord.
les carreaux cassés dans les écoles, ils sont déjà changés, mais il y a nous on avait imaginé qu'avec le fait de la vente des 25 logements qu'on pouvait, à ce moment-là, sur des départs à la retraite ou des départs volontaires uniquement, sans porter atteinte à la qualité des services déjà rendus dans les autres services, pouvoir envisager une baisse. Si ça n'est pas possible, je vous entends, je l'ai enregistré. Ma troisième question. La première, je vous rappelle, c'était l'enveloppe des recettes fiscales supplémentaires. La première de 280 000 € qui est un effet mécanique de la revalorisation des bases d'imposition. La seconde, que l'on induit, qui est la taxe sur les publicités. Cette enveloppe-là, ces 430 000 €, ils ne correspondent pas à... Ils vont être ventilés dans le budget général, ils ne sont pas en réserve pour faire une décision modificative. Et la question 3, j'y viens, page 35 et 37 du document qui nous est présenté, on a le rappel des opérations essentielles du mandat. Moi, j'y retrouve tous les chiffres, pas de problème. Question que je vous pose, M. Chapat, il nous est indiqué le coût global de l'opération et dans la dernière colonne, le coût réduit sur les subventions qu'on pourrait avoir de différents partenaires. Alors, j'avais cru comprendre, moi, que les opérations, nous les engagions que lorsque nous avions l'assurance de l'octroi des subventions. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Je comprendrais bien qu'on n'attende pas que les subventions arrivent. C'est des problèmes de trésorerie, ça ne pose pas de problème. Mais qu'on ait l'assurance du partenaire et de sa subvention avant d'engager l'opération. Ou est-ce qu'on va engager l'opération parce qu'il est compliqué, comme le disait M. le maire, qu'avec des partenaires, des fois, ça devient... Voilà, c'est une question toute simple, formelle. La réponse, elle est facile. On ne peut pas engager l'opération que demande une subvention avant d'avoir l'accord de subvention, puisque à ce moment-là, la subvention est supprimée. Sauf à avoir un accord explicite écrit de la collectivité en question pour commencer avant l'accord de subvention, dans le cas où il est pratiquement acquis à l'avance. Voilà. Alors, les subventions sont d'autant plus acquises que... Vous avez pas échappé que la première année du mandat était l'envoi des contrats régionaux et départementaux. Oui, dans des dates... Et qu'ils ont été financés au taux. Les taux sont en train de diminuer, puisque la région comme le département sont en train de diminuer leurs aides, parce qu'ils ont les mêmes problèmes que nous. En particulier, simplement, la chose, le petit différentiel, c'est comme ils mettent 2 ans à nous répondre, entre le coût d'objectif quand on fait l'estimatif et le coût final, il y a des fois un petit gap de 5%. Et c'est pas pour ça que l'augmentation, la subvention est calculée en général au maximum, c'est des subventions, vous savez, qui sont à 30% aussi, avec de toute façon des maximums, des maximums. Donc, toutes les opérations qui ont été prévues sont subventionnées et on touchera les subventions. Je faisais référence aux subventions qui étaient hors contrat région. Hein. Oui, celles qu'on sollicite et qu'on avait envisagées, on est d'accord. En particulier, les subventions concernant éventuellement les jardins familiaux, puisque ça va être ça. Non, il n'y a pas que... Non. Et ça, je peux vous dire que la subvention régionale est particulièrement acquise. Qu'une subvention départementale, bien qu'elle soit supprimée, suivra, puisque j'ai personnellement vu le président du Conseil général qui m'a dit qu'il regrettait lui personnellement, pour avoir initié d'ailleurs la politique des jardins familiaux dans le département de subvention, que son assemblée l'ait supprimé au 31 décembre 2012, mais qu'il allait faire un effort particulier pour Maurepas, puisque c'était, enfin, qui jugeait le projet intéressant, etc. Donc, tout ce que nous engageons, nous avons les subventions qui sont annoncées, alors qui sont des fois diminuées, parce qu'entre-temps, ils diminuent, ils nous disent c'est plus 30%, c'est 20%, mais nous avons les subventions, et en tout cas, comme vous l'a dit Michel Chapat, tout ce qui sera engagé et financé au budget 2013 avec incidence 2014 n'aura aucune conséquence sur l'augmentation de la dette. Donc ce sera financé à l'intérieur de notre budget. Pour en revenir à la première question, Michel, Oui. le tableau du haut te donne la réponse, c'est-à-dire que l'augmentation... Ah, après, excusez-moi. Donc, je suis désolé, il faudra tourner l'écran ici. C'est pas dans le document. Je peux quelle page? Bon, les recettes de fiscalité supplémentaires sont complètement absorbées par la réduction de dotation de l'État. Donc la question de la répartition ne se pose pas puisque c'est déjà envoyé avant qu'on puisse la répartir.
Une question sur l'intercommunalité. On m'a dit que ça nous faisait faire... que ça nous faisait faire des économies. Je voudrais connaître les économies que ça peut nous faire étant donné notre intercommunalité avec Coignières, parce que finalement... Les économies, ça nous évite de faire de nouvelles dépenses. D'accord. Donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que c'est... L'histoire de l'intercommunalité en France, c'est le contraire. Hein. On dit toujours qu'il faut réduire le nombre d'étages. Ce qui se passe avec la loi Sarkozy, c'est exactement le contraire, en particulier dans les villes. Qu'il faut réduire le nombre d'intercommunalités ou de syndicats intercommunaux dans les villes, c'est exactement le contraire. Ils ont été multipliés par N. Et en général, quand on crée une strate supplémentaire, il faut qu'elle soit gérée. Donc il y a des dépenses supplémentaires. Les élus qui sont élus, qui siègent, veulent marquer leur présence, donc ils engagent des programmes. C'est pas un signe d'économie, c'est pas fait pour en plus. Donc c'est le contraire. Ça ne nous a pas fait faire des dépenses supplémentaires. Pour le moment, il s'est rien passé. Je vous signale qu'il ne s'est rien passé pour le moment. Le préfet n'a pas publié un quelconque arrêté particulier définissant l'intercommunalité. Il n'a rien noté du tout, il a fait aucun acte administratif disant quoi que ce soit. Alors je sais que le préfet se dispense de temps en temps d'envoyer des arrêtés, ne serait-ce que pour la chasse. On chasse un mort-pas par arrêté préfectoral sans que l'arrêté soit parvenu à la commune, ce qui est profondément illégal, ce qui engage sa responsabilité personnelle, parce qu'il donne des autorisations à je ne sais pas qui pour faire je ne sais pas quoi, sans signifier aux maires les arrêtés. Alors si les maires ne savent plus à rien, ben, il faut qu'ils le disent. Je ne crois pas que c'est la même chose. Je vais en tout cas lui poser la question de savoir quand est-ce qu'il a publié les arrêtés qu'il devait publier aux actes administratifs de la préfecture, et quand est-ce que nous étions censés les avoir reçus. C'est peut-être de la faute de la Poste, me répondra-t-il. Mais en tout cas, il faudrait qu'ils soient publiés au moins sur les actes administratifs de la préfecture et à Internet. Et Internet n'est pas en place. Jean-Saint de Forêt. Oui, j'ai d'abord quelques questions et puis quelques avis, mais vous avez parlé de l'intercommunalité. Je trouve que, grosso modo, le DOC de Morpa, évidemment, les recettes, c'est l'élément important, et évidemment, c'est le contexte national. C'est vrai qu'on parle un petit peu trop du contexte national sur ce DOC, même si ça interfère. Alors, on a parlé aussi du millefeuille des collectivités, mais on est un peu paradoxaux parce que on s'enorgueillit d'obtenir des tas de subventions, c'est pas sur millefeuille qu'on obtient des tas de subventions. Donc d'un côté on va chercher ce qu'on critique de l'autre. Donc ce millefeuille c'est une catastrophe, je suis d'accord avec vous, et on a l'impression qu'il y a une partie de la décentralisation qui a été totalement ratée, puisque finalement elle aboutit à pas plus de liberté dans le fonctionnement et pas plus d'économie au total. Et c'est vrai que nous le payons d'une certaine forme. Quand vous dites que la pression fiscale et la stagnation de la pression fiscale, je ne sais plus le terme exact, mais bon, les Morpasiens, ils ne voient pas ça, ils voient que les bases d'imposition augmentent de 1,8. Donc il y a quand même, il ne faut pas dire ce mot, stagnation de la pression fiscale, ça augmente de 1,8, mais tout le monde voit ça. De l'augmentation du coût de la vie et de l'indexation, je vous souviens, de leurs revenus. Oui, mais tout le monde bénéficie. Il n'y a pas des indexations jusqu'à maintenant, ça vient cette année. Mais il y a jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu des indexations des salaires. Mais monsieur le maire, ça vaut pour toutes les personnes salariées, mais ceux qui ne sont pas salariés n'ont pas des indexations sur le coût de la vie. On arrive dans les mêmes proportions. En plus. Le reste, ça peut être une diminution d'impôts, ça c'est autre chose. On n'a pas fait. Oui. Donc, deuxième chose, c'est que je vois bien que le contexte est quand même sombre. Alors, l'intercommunalité, la vie est toujours faite d'équilibre, et dire que nous avons 400 € d'emprunt par habitant et la ville nouvelle de 1800, il y a forcément des avantages à la ville nouvelle. C'est pas possible que tout soit noir d'un côté et blanc de l'autre, ça n'existe pas. Donc, et ensuite, quand vous dites que on ne sait pas comment on va faire, mais il y a bien des communes qui ont intégré des comités d'agglomération, des casquilles ou autres, et ça, comment ont-ils fait pour les partages est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce qu'on a mis... On a posé la question, Jean-Saint de Forêt, je ne veux pas vous bouffer là-dessus. On a posé la question au Trésor dans les villes. On leur a dit comment on peut faire. Puisqu'il y a eu quand même de longues négociations avec un certain nombre de communes, il y a plaisir, enfin il y en avait d'autres qui se posaient la même question. Il y a deux personnes qui sont responsables de cela
au trésor public. Je crois que c'est d'ailleurs deux femmes, je ne me souviens plus des noms, mais on nous a donné. Elles sont incapables de nous répondre. Bah, bien sûr. Incapables. Et elles le disent. Elles disent, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça peut se passer. Et c'est pas qu'elles veulent nous cacher les choses. C'est que de toute façon, elles ne savent pas comment faire. Car pour faire, il faudrait avoir de l'argent supplémentaire. Si on avait de l'argent supplémentaire, une dotation qui tombe de je ne sais pas quoi, du Qatar par exemple, on pourrait s'en sortir. Mais là, on ne peut pas s'en sortir. On est en train de prendre des gens qui sont relativement riches, nous, relativement riches, à des gens qui sont très endettés. Pourquoi? Parce que nous, on a fini de payer. Quand on est sorti de la Ligue Nouvelle, on a plus de 20 ans d'exercice. On a fini de payer notre piscine, car la piscine, on l'a payée. On a fini de payer le stade du Coup d'Éclos. Tout cela, ça fait partie de ce qu'on a eu à payer à l'époque. Et vous savez, les contestations qu'on a menées pour essayer d'en payer le moins possible, tout cela, on l'a payé. Maintenant, ce qui se paye, c'est des trucs nouveaux. Alors, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais dans la mesure où on n'a pas participé au choix, ça va être dur de dire aux Montpassiens, ben, écoutez, il y a 2700 € de plus à payer. Alors, ça ne fera pas 2700 € d'augmentation par habitant, mais à payer parce qu'on a intégré la Ville Nouvelle. Ou si on fait un truc avec Coignères, ben, il va falloir qu'on crée une structure. Voilà, d'ailleurs, je ne sais pas comment la créer, puisque on va mettre dans le siège de la communauté, ne serait-ce que ça, tiens, il faudra louer un truc pour mettre un bâtiment, enfin un truc. Au village. Pour avoir, enfin, moi, de toute façon, si on est avec Coignères, c'est un effectif constant, il n'y aura pas un personnel intercommunal d'embauché. Ça, quand je serai maire, il n'y aura pas un d'embauché. On peut couper le... Oui. Oui, quand on parle de 2800 € pour la casquille, c'est pas 2800 € par an à payer. Il faut, non, c'est le stock. Je sais, donc, par an, 440. oui, mais donc c'est quelque chose qui est mis en avant en permanence et qui est fait pour faire peur. Ensuite, pour les bâtiments... Ça fait peur à personne, hein. Oui, enfin... Je les paye, c'est tout. En ce qui concerne nos bâtiments, on a payé nos bâtiments... Pour la France a 1800 milliards à payer, il faut qu'elle les paye. Hein. Oui, mais par exemple, on a des bâtiments comme le Coup d'Éclos, la piscine, etc. Effectivement, les API sont à nous, bien, mais vous savez très bien qu'il y a des travaux importants qui vont arriver et que, quelles que soient les équipes en place, il faudra assumer ces frais colossaux. Bon courage pour la piscine. Ça va 5 millions minimum. Ça va être très très cher. Très très cher. Donc, bah oui, mais donc c'est pour ça qu'une collectivité plus forte, ça peut avoir un intérêt. Donc moi je suis... Si c'est, monsieur Sanoufoury, quand on a discuté avec la casquille d'intégrer la piscine, il n'en est pas question. Ah oui, Ils veulent ça pas. se négocie. Ils ont raison, en fait, c'est pour ça. Ça, je leur donne pas forcément tort. Nous, on a tout intérêt à intégrer la piscine. Ah oui. Parce que le jour où la piscine elle va péter, c'est 25 millions, hein, c'est pas moi. Bon, mais ils en veulent pas, ils sont pas fous. Il y a d'autres piscines ailleurs, hein, il n'y a pas que la nôtre. Hein. Donc. Bon, alors ça c'est le débat sur l'intercommunalité qui fait éruption dans le DOB, mais je voudrais poser des questions un peu à M. Chapa. J'ai toujours entendu une certaine orthodoxie sur le plan de la trésorerie, donc là je trouve qu'il y a un petit changement, compte tenu sans doute des circonstances, mais je ne suis pas persuadé que ça justifie à soi tout seul. On a toujours une trésorerie à flux tendu, toujours une trésorerie zéro, et là je crois percevoir qu'il y a un changement dans la stratégie. Ce n'est pas un changement dans la stratégie, puisque la stratégie c'est toujours d'essayer d'être à trésorerie zéro, sauf que en fonctionnement, sauf qu'en termes d'investissement, les besoins d'investissement justifiaient qu'on ne prenne strictement aucun risque. C'est-à-dire le risque de devoir faire le grand écart. À un moment, on doit payer les constructeurs des bâtiments qu'on a construits, et que les banques pourraient se tirer l'oreille pour accorder des prêts. J'ai demandé l'an dernier aux banques, au mois d'avril et mai, un contrat de 2 ans pour 4 millions d'euros. Ce qui permettait de voir venir sur 2 ans, 2012-2013. Nous avons sollicité toutes les banques avec lesquelles nous avions l'habitude de travailler. La Société Générale ne prête plus aux collectivités locales. La BNP ne prête pas aux collectivités locales. Le Crédit Agricole nous a dit 1 million peut-être, mais tout de suite.
Le CIC nous a dit 1,5 million d'accord, mais tout de suite. La Caisse des dépôts, qui avait reçu des dotations de l'État à la suite aux décisions de M. Fillon, nous a dit ah ben, pour le moment, on n'a pas d'instruction, donc on vous rappellera quand on aura des instructions. Ils ont rappelé au mois de juillet, c'était 700 000 € tout de suite, etc., etc. Et la dernière, c'était la Caisse d'épargne, et c'était 1 million d'euros tout de suite. Donc on a dit oui. Alors il fallait répondre dans la semaine, hein, bien entendu, parce que au passage, on ne pouvait pas négocier plus. On a dit oui, on a négocié les premiers délais, puis à chaque fois que l'échéance arrivait, on l'a reporté 2 ou 3 mois, 2 ou 3 mois, 2 ou 3 mois. Donc là, on a arrivé à devoir, on a tiré un premier prêt de 1,5 million, le 31 juillet, c'était le crédit mutuel. La caisse d'épargne, on l'a reporté à 2013. Le crédit agricole, on l'a reporté à 2013. Et la caisse des dépôts, on l'a reporté à 2013. 2013, c'est-à-dire avril. Bon, bah, on va encore en discuter avec chacun d'eux, puis on verra bien la réponse. Voilà l'exercice qui nous est imposé, alors qu'avant, il n'y avait pas de question. Comme on a un profil, il demande l'avis de la perception sur le profil de la commune, hein, parce que le Trésor public a des profils de chacune des communes sur le plan financier. Et il suffisait de leur demander 1,2 million, ils ne regardaient même pas trop si on pouvait les rembourser. On les avait, dès lors que le profil financier, avec les critères habituels, était correct. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Depuis l'année dernière, ce n'est plus le cas. Je vous signale que la commune de Coignard, qui fait des dépenses somptuaires pour sa mairie, a fait la même chose. Ils ont tiré un prêt de 4 millions d'euros en avance. Et ce n'est pas 19 000 habitants, Coignard, c'est 4 200 ou 300 habitants. Je vous signale que ça a changé en un mois. Car ce que dit Michel Chapas sur le dossier de France, c'était 4 millions d'euros. J'ai vu le directeur régional du Crédit Agricole qui m'a dit il n'y a pas de problème, 4 millions d'euros, on fait le dossier, vous les avez. 15 jours après, il m'a téléphoné en me disant voilà, notre enveloppe générale pour les IVIL a diminué de temps, on peut vous donner qu'1 million d'euros. On m'a dit oui, au cours d'une entrevue, il m'a dit il n'y a pas de problème, voilà, on va aux banques avec qui on travaille. Il y avait une petite négociation de taux éventuellement. Et en 15 jours, il y a eu une espèce de péréquation avec leurs histoires extérieures. Ils ont eu quand même des ennuis, les banques, qui ont fait qu'ils ont réduit les choses. Il m'a dit voilà, je peux vous donner qu'1 million, je ne peux pas faire plus. Je vous ai dit 4, là c'est 1, je ne peux pas. Voilà, j'ai pas. Et donc c'est comme ça qu'on s'est amusé à faire le tour de tous les autres avec les conditions qu'ils veulent. Alors il paraît que